Bonjour, monsieur Astrid Leka. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'école de journalisme de Genève. Alors, on sait que vous êtes un héros de guerre d'origine albanaise. Donc, si vous voulez déjà nous parler de votre enfance, comment ça s'est déroulé dans ces périodes assez tendues. Merci de m'avoir invité. Étant donné l'âge, vous avez bien fait, parce que vers 87 ans, il est déjà temps de laisser à la postérité quelques événements qui ont eu lieu et qui pourraient servir soit aux historiens, soit à la génération, aux générations qui viendront derrière nous. On ne sait jamais. Alors, vous m'avez parlé de l'enfance. Mais avant que je parle de l'enfance, je voudrais parler un peu de la provenance, dans le sens, les miens d'autrefois, les générations passées, qui nous ont inculqué le patriotisme pour lequel vous m'avez, comment dit-on, invité, étant donné que vous avez trouvé en moi, selon les dires, une caractérisation de héros de guerre. Nous avons fait notre devoir, moi aussi. Je n'ai jamais prétendu d'être déclaré héros de guerre, indépendamment des héroïsmes que le temps a voulu que je les fasse, moi, dans des conditions vraiment terribles. Mais j'avais des motifs. Alors, j'étais motivé pour la libération. Je vous ai parlé de la provenance. Les miens sont d'origine de Borchi, près de Saranda, Albanie, au bord de la mer Ionienne. Il y a eu là un château de Sopoti qui est entré dans l'histoire depuis la préhistoire, puis l'Antiquité, et le Moyen-Âge, et jusqu'à notre temps. Et ce château-là, en 1571, a dû supporter une attaque de la part des Ottomans qui voulaient se venger contre nous, les Albanais, qui étions alliés avec les Vénitiens. Nous étions insurgés. Venise avait besoin d'alliés et les miens se sont insurgés contre les Ottomans. Il y a eu la bataille de Lepanto auprès d'Athènes, et cette bataille gagnée, Venise a fait la paix avec la Turquie en laissant tous les insurgés à la merci des Ottomans, de l'envahisseur, qui a pris à faire des représailles. Pourquoi on parle de ces représailles? Mais c'est intéressant parce que ça intéresse toute l'Europe. Comment toute l'Europe? Oui, toute l'Europe. On m'avait parlé chez moi qu'il y a eu vraiment un sacrifice sublime des gens qui défendaient le château. À la fin de leur vie, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas affronter les attaques des janissaires et aussi d'Espagne ottomans, parce qu'ils étaient armés de arquebuses, ils n'avaient que les flèches et les yatagans, les sabres. Alors, pour ne pas se rendre aux Ottomans, ils ont fait entrer 500 Turcs dans le château et ils ont donné le feu aux poutres. Et voilà ce sacrifice sublime, juste quand quelques mois après, il y a eu les massacres de Saint-Barthélemy, que tout le monde connaît. Au moins le 23 août 1572, 3000 chrétiens ont été massacrés par les chrétiens à Paris, et puis 30 000 l'année suivante. Mais ces chiffres, les soviétiques disent 100 000, mais
sont toujours, ils exagèrent, mais admettons les 30 000, c'est quelque chose pour la France d'autrefois. C'est un sacrifice. Voilà une valeur que les Albanais, maintenant si compromis par quelques milliers d'Albanais qui vont par-ci par-là et ont créé tant de problèmes à plusieurs gouvernements après le post-communisme, il faut qu'on leur reconnaisse aussi des valeurs séculaires qu'ils ont données à l'Europe. Voilà pourquoi j'ai dit la provenance. Jean Léca, mon aïeul, s'est fait sauter. Et le document, je l'ai trouvé juste à la bibliothèque de Genève. Je remercie ces gens-là. Je l'ai cherché depuis 25 ans, ce document. À la fin, je l'ai trouvé et je les ai remerciés. Et voilà, je l'ai ici, le document, en italien du Moyen-Âge. Et il dit juste ce que je vous ai dit. Actuellement, à l'occasion du 100e anniversaire de l'indépendance de l'Albanie, on érigera sur place un mémorial de 12 mètres et de 8 mètres de haut, comme obélisque, où prendront part tous ceux qui ont sacrifié la vie, tous les Albanais, dans tous les territoires où ils se trouvent, dans les Balkans et même en Italie, les Albrecht. Il y a 7 plaques commémoratives, et dans ces 7 plaques, tous les événements seront commémorés. J'ai été sur place, j'ai vérifié tout, en Grèce, au Monténégro, au Kosovo, à Demiachari, en Macédoine, en Albanie et avec les Albrecht d'Italie. Donc voilà une activité que j'ai faite pour laquelle je suis vraiment satisfait et je remercie Genève de m'avoir aidé, de m'avoir donné les conditions pour que je puisse fouiller, trouver et sanctionner cette vérité historique. Merci à vous aussi. Merci pour ce témoignage. Alors maintenant, on va parler un peu de votre adolescence. Oui. Vous êtes donc engagé très jeune dans l'armée, donc déjà à 16 ans, vous éprouviez le souhait de rejoindre les rangs pour vous défendre, vous et votre pays et tous les autres de l'agression fasciste. Donc à 18 ans, vous rentrez dans l'armée, quel effet ça fait? C'est de la fierté, une motivation personnelle? À vrai dire, étant donné que les miens ont fait ce sacrifice, au fil des siècles, ils ont fait les mêmes sacrifices, mais quand le moment est venu pour l'indépendance de l'Albanie, après 500 ans d'occupation ottomane, les miens étaient délégués parmi ces 40 délégués qui ont proclamé l'indépendance. Je n'étais pas encore en vie, mais quand même, on me les a transmis. J'ai eu le contact avec 17 de ces signataires de l'acte de l'indépendance de l'Albanie, parmi les 40. Parce que j'étais le fils de mon grand-père, le fils de mon père, et dans mon entourage, j'avais les possibilités, et la presse maintenant en parle, et aussi à l'occasion du 100e anniversaire, on en parlera. Et voilà l'éducation que j'ai prise chez moi. Mon père avait respecté les écoles françaises, nous a envoyés, les deux frères, dans un lycée français, et le 7 avril, quand l'agression fasciste se préparait contre nous, Mussolini, avec les 8 millions de baïonnettes, 8 millions de baïonnettes, a voulu occuper l'Albanie. Imaginez-vous, nous et notre professeur Jean-Jacques Vinclair, que je ne l'oublierai jamais, il nous a lu ce jour-là une pièce d'Alphonse Daudet, La dernière heure. C'était le temps où les Allemands occupaient Alsace et l'école du lendemain, dans l'école, n'aurait pas eu des leçons en langue française, mais en allemand. C'était une analogie, identité complète. L'occupation allemande et l'occupation fasciste. Notre école serait oui, fermée, et elle était déjà fermée. Alors, à ce moment-là, il a écrit sur le tableau un maxime. Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau. C'était vraiment intéressant. C'était français, ça. Et
Étant donné ma nature impulsive, je me suis levé et j'ai dit un vers de notre poète. Père Georges Vista, grand poète, qui pendant toute la dictature a été considéré ennemi du peuple. Il a été réhabilité. Alors je dis, qui meurt pour la patrie, on ne dit pas qu'il est mort, mais qu'il est né. Toute la classe n'a pas été pour la première fois disciplinée. Et nous sommes sortis en chantant la Marseillaise. Et le professeur nous regardait avec ses yeux intéressants parce qu'il savait ce que c'était le fascisme. Nous avons salué notre professeur, il ne voulait pas se compromettre, il était étranger, mais quand même, il nous a encouragés avec ce texte. Nous avons pris part aux démonstrations, je suis allé au recrutement, mais le professeur m'a dit, n'était pas un Veroggia. Le futur dictateur Veroggia était mon professeur responsable. C'était un autre professeur de latin. Il m'a dit non, tu n'as pas encore 14 ans, je ne peux pas t'inscrire dans la liste des volontaires. Tandis que mon frère qui avait 16 ans a été inscrit. Mais il a eu du sang à couler contre le fascisme, mais la résistance était impossible. D'autres pays en Europe étaient déjà rendus sans coup férir. Tandis que nous, au moins, on a laissé des martyrs. Voilà le patriotisme inoculé par les miens qui a servi au moment donné pour que je donne des preuves que j'étais le fils de mes grands-pères, de mes aïeux, de mon père, de mes grands-pères et de mon père aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Toujours mon père voulait que nous suivions des écoles, de bonnes écoles. Il nous a envoyés avec des sacrifices à Prato, au collège Florence, au Cicognini. Et nous étudions là. C'était vraiment un très bon collège. Avec des sacrifices, j'ai dit. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ce collège? Un de mes voisins, mais qui était plus âgé que moi, il avait 20 ans alors, a tiré contre l'empereur Vittorio Emanuele III, Vittorio Emanuele III de l'Italie. Tous les journaux ont donné la nouvelle, et toute l'Italie, qui en ce temps-là était tous fascistes, c'était l'idéologie du régime. On peut les comprendre. Moi, avec l'âge que j'ai maintenant, je comprends tous ces compagnons de classe, copains, familles, etc. La plupart, je dis. Et le plus costaud de l'école est venu chez moi. Nous avions la grande récréation. Et il m'a dit, Léka, vous avez voulu tuer notre empereur. J'étais seul parmi tous ces gens-là. Il y avait 600 à ce temps-là. J'ai dit non. Léka, tu avais ça, vous avez fait ça. Léka, le drapeau albanais a les sceptres du licteur. Et il avait déjà, on lui avait mis à l'aigle albanaise, dans le drapeau, on avait mis des sceptres du licteur pour fascistiser notre drapeau. Il n'a pas pu supporter, j'avais 16 ans presque, j'ai tiré. Je suis devenu la Providence, mon médaillé, il est tombé par terre, ensanglanté, je suis devenu fou. Une chaise, j'ai dit, si avvicini chi voglia. Il s'approche qui veut. Et voilà. On ne m'a pas expulsé de l'école. Imaginez-vous mon père, avec ses sacrifices qu'il faisait. Au mois de mai 1941, rentrer chez moi, sans document. Imaginez-vous. Et il ne jouait pas au bridge, au poker, comme tous les intellectuels, pour sacrifier, pour envoyer ses fils dans des écoles, de bonnes écoles. Quelle déception pour moi, pour mon père, pour toute la famille. Heureusement, il y a eu là, à Florence, un Che Guevara. Avant Che Guevara, le fondateur du Parti communiste albanais, un jeune, fils de président du tribunal, lui aussi. Mais il avait des idées communistes, jeune de 20 ans, idéaliste. Il est venu chez moi, il m'a dit, attention, tiens-toi bon sur le drapeau, parce qu'on ne peut pas t'exclure. Et vraiment, on ne m'a pas exclu. Alors j'ai dit, moi, indépendamment que nous avions des difficultés au latin, au grec, j'étais très fort en mathématiques, aux mathématiques, mais pas.
Alors j'ai dit, moi, je dois être le premier de la classe pour leur dire que je ne suis pas un semi-barbare comme mon cas. Et j'ai eu l'occasion, dans 40 jours, être à la tête de tous, sans l'avoir jamais voulu. Et j'ai décidé, je rentre chez moi, je commence la guerre. Et voilà les circonstances dans lesquelles moi, j'ai décidé de prendre le maquis avec ce Che Guevara qui a été fondateur du Parti communiste albanais et qui est tué quelques mois après, on ne sait pas, une balle à la nuque, on ne sait pas, on dit toujours un point interrogé, je ne veux pas le dire, je ne sais pas. Et voilà, j'ai commencé. Alors, à la résistance, je peux vous parler sur les exploits que j'ai faits et qui sont considérés maintenant des héroïsmes. Malheureusement, nous avons instauré la dictature, sans le savoir, communiste. Moi, je n'avais pas besoin de dictature, je l'avais chez moi. Et les communistes, donc, oui, la prospérité, je me sentais bien, fils de procureur général, on avait tout ce qu'on fait, il était universitaire, voilà, on payait les cadres alors. Mais l'idéal, nous voulions être tous égaux. Nos copains, nos compagnons, tout le monde manger tous de la même manière, vivre la liberté, les problèmes sociaux devraient être résolus et les problèmes nationaux, le communisme serait l'idéologie, imaginez-vous. Alors, si vous me demandez pour ce que j'ai fait pour la guerre, je me suis consacré pleinement à la guerre. Je n'avais jamais pensé que j'aurais survécu à cette guerre. Et un de mes compagnons, qui est mort lui aussi, et plusieurs sont morts, disait, je veux mourir d'une balle au front, mais je ne veux pas être capturé par les Allemands, parce que je ne sais pas si je résisterai aux tortures. Alors, une trahison, ça suffit. L'héroïsme est changé et transformé en trahison. Et quand on l'a arrêté, la Gestapo, nous pensions à lui. Et on l'a torturé avec des clous et toutes choses. Il est mort en Europe. Mais d'autres aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? À vrai dire, j'étais un peu un franc-tireur. Je ne voulais pas dépendre. Si on me donnait des ordres pour les réaliser, je n'étais pas tout à fait convaincu que ces ordres étaient à la hauteur. Je ne sais pas, je n'avais que 18 ans à cette période-là. Et on avait besoin de laine. On avait besoin de laine. L'hiver était venu. Et toutes nos sœurs, nos mères, travaillaient. Mais la laine était prise, achetée par les Allemands, qui l'envoyaient en Russie pour l'hiver russe. La Wehrmacht avait besoin de laine. Nous ne pouvions pas supporter l'hiver. Une idée m'est venue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait une banque, mais une banque qui avait toute la laine accumulée en Albanie, achetée par les envahisseurs, et prête à être transportée en Allemagne. J'ai étudié la banque. Plusieurs fois, j'ai contrôlé, mais on ne me donnait pas la permission parce que la banque était au promontoire de l'Albanie, juste au port. Il avait une isthme là, et toute cette région, cette ville pouvait être encerclée par les Allemands et, oui, contrôlée et puis subir toutes les conséquences. Personne ne me l'a prouvé, ni Peroja, ni les autres de l'état-major. J'étais convaincu, obsédé de ça. Je voulais le faire sans penser que je pouvais rester sur place, vous imaginez. Mais je vous ai dit que je n'ai jamais pensé que j'aurais survécu à la Deuxième Guerre. J'ai insisté, alors tout l'état-major a dit, oui, on va te donner la permission. Mais juste quand les Allemands, j'ai ici le plan, ont entouré cette région, ont fait l'opération. C'était le régiment Brandenburg, les unités 500, etc.
commandé par le général baron von Thüngen, inspecteur d'Hitler, en ce temps-là, à Berlin. Il était devenu commandant d'opération. Et juste en ce moment-là, nous sommes en terrement, nous avons séquestré le directeur de la banque et nous n'avons pas pris de la banque de l'argent pour n'être pas accusés de gangsters. J'ai dit, je prends de la laine. Et j'ai enlevé la laine en 8 heures d'opération, restant tous ces 8 heures en attente d'une attaque, de quelques dénonciations et de tant d'autres choses, risques. C'était l'action la plus téméraire et considérée par ceux qui comprennent maintenant en Europe. Dans ce sens, ce n'est pas une grenade qui est jetée aux Allemands. Ils passent là, par la fenêtre, on jette une Allemand. Oui, c'est un héroïsme, même ça, on se compromet. Il fallait rester sur place 8 heures. Comme passer les camions, les choses, séquestrer les gendarmes et les autres unités militaires, remplacer par nos compagnons. Imaginez-vous une opération de 8 heures et assurer la laine pour 15 000 partisans. C'était ça. Et j'ai signé à la fin, j'ai dit au nom de Alaric, c'était mon nom de guerre. Et le commandant Enver, mon professeur qui connaissait mon caractère, ma nature depuis l'adolescence, avait dit attention, laissez à l'écart toute opération et personne ne lui interfère. Autrement, parce que je lui avais dit, je ne peux pas continuer cette action, cet exploit. Et j'ai réalisé, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, il fallait des autorisations. On n'avait pas, il fallait aller au Kosovo. Et le gouvernement fantoche avait bloqué toutes les rues. Il fallait des autorisations pour pouvoir faire venir du Kosovo en Albanie, parce que le Kosovo était uni à l'Albanie à ce temps-là, mais les autorisations devaient être données par le ministère. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Personne ne pouvait entrer. Alors, j'ai décidé avec 2 compagnons, j'entrerai dans le bureau du ministre, qui est juste au centre de l'Albanie. Au centre de l'Albanie. Il avait 2 bodyguards, et je suis entré comme envoyé du ministre de l'Instruction publique, sans le demander, et j'ai dit au ministre, attention, signez en blanc ce document. Signez en blanc, autrement, tout est perdu. Il a signé. Avec cette autorisation, j'ai vraiment sauvé des têtes. Je suis rentré chez les miens, du bureau politique, alors dans une base, oui, clandestine. Ils m'ont embrassé pour ça, mais ils m'ont dit, pourquoi tu as fait ça? Mais parce qu'il fallait le faire. Oui, mais sais-tu que les Allemands auraient pris des représailles si jamais tu avais échoué? Et 200 Albanais seraient tués? Et tu serais responsable? Vous n'auriez pas le temps de me condamner parce que je serais le premier à être mort. On a sourié, on m'a embrassé. Et cette action-là a été décrite dans une pièce de théâtre et jouée en 1981 en Albanie. Mon nom a été changé, pas Petrit, Astrid, mais Petrit. Elle a été jouée et on a demandé à la Panthère Noire. La Panthère Noire, c'est la femme du dictateur. Pourquoi vous l'avez mis, cette pièce, pour le 40e anniversaire du Parti communiste albanais, avec l'auteur Astrid Lindgren? Moi, je devais purger une peine aux travaux forcés pour toute la vie, parce que je n'avais été pas soumis à la révolution chinoise de faire l'autocritique comme tous les recteurs chinois. Elle a dit, ce n'était pas Astrid, c'était l'inspiration que le parti a donnée à Astrid. Vous comprenez? Voilà comment on interprétait les choses. Voilà, de telles choses j'ai fait et 44 actions. Mais on me les a niées toutes. Et quand j'ai été élu à Johannesburg en 2003, signé comme membre du comité central de la Fédération mondiale des anciens combattants, j'ai remplacé la vice-premier ministre du temps d'Enver Hoxha, du dictateur du communisme. Ce sont eux qui m'ont élu. J'étais observateur là. Mais j'ai dit une chose. Je leur ai dit, étant donné que je suis invité à Genève, c'est
il y avait à Genève un événement. Jimmy Carter venait ici pour les Palestiniens, les Israéliens, chez à Genève, une conférence très intéressante. On m'avait invité là. J'avais envoyé là le directeur exécutif et moi j'étais allé à Johannesburg et j'avais écrit à Madame Calmiré, s'intéressait alors, que je ferais de mon possible. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit attention, indépendamment que je suis un observateur, je voudrais que cette assemblée mondiale de 37 millions d'adhérents qui représentent les anciens combattants de tous les conflits doit soutenir cette conférence de Genève pour la paix entre Palestine et Israël. Ils ont dit très bien, nous avons envoyé le soutien. Après ça, ils ont pensé à la direction et je les remercie là. Mais les anciens combattants communistes de Beroja, qui étaient toujours les mêmes et qui sont encore les mêmes. J'ai dit, comment ça se fait? Astrid Lega, membre du comité central, comment ça? Et alors ils ont écrit une lettre à Paris. Je vous parle de ce ne sont pas des digressions, ce sont des choses intéressantes. Je crois en moi. Ils ont dit, nous ne connaissons pas cette personne, il n'a jamais combattu, on a vu tout le matériel, personne ne l'a connu pendant la guerre. Peut-être il a été avec la Gestapo. Imaginez-vous. Heureusement, en Occident, on te donne le matériel. Ils m'ont dit ça. Alors la presse, la télévision, tous les documents là. Monsieur l'amiral, monsieur le général, monsieur le ministre dirigeant, qui vous a dirigé dans ces actions-là? C'était moi, l'homme que vous accusez de n'avoir pas pris part à la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était inconnu par vous. Tout est documenté. Et depuis lors, ils m'ont admis, et le président des anciens communistes, devant le président, mon ami de la République, m'a donné la main. Et après 60 ans, on a fait la paix. Mais c'est trop tard. Voilà, donc, cette vie. Mais, voilà. Voilà l'époque de la guerre. Mais il y a eu le post-communisme, la libération, mais avec la libération, on nous a imposé la dictature. Je ne me suis pas coulé dans le moule communiste, mais il fallait payer cher. Je travaillais, j'étudiais, je me préparais. On m'avait donné même le prix de meilleur bachelier de ceux qui rentraient de la guerre. C'était quelque chose pour moi. Et puis, on ne me donnait pas de bourse d'études. Tous étaient envoyés dans des républiques démocratiques en Union soviétique à étudier. Moi non, indépendamment que j'avais le prix. Alors, j'ai étudié pour me faire ma formation. Mais je devais faire 2 facultés à la fois, sans jamais assister une heure, et en travaillant pour toute la famille, parce qu'on nous avait exproprié de tout. Mais comment? Mon cerveau était le même. Je n'avais aucune différence du cerveau de mes compagnons. Je n'ai jamais prétendu, je ne l'ai pas. Mais ma motivation était grande. Ils pouvaient me supprimer les droits d'études. Il fallait 2 facultés à la fois, sciences économiques, histoire et géographie. Une autre faculté, la 3e. À la 4e faculté, pour me préparer, pour faire un, comment dit-on, dictionnaire encyclopédique qui manquait et que personne ne pouvait me concurrencer, on ne m'a pas permis. Et on m'a déclaré, voilà, ennemi du peuple. Et donc, après toutes ces années de combat, vous décidez de vous installer à Genève, après être passé par les États-Unis et le Canada. Comment vous êtes arrivé à Genève? Pourquoi vous avez choisi cette ville? Mais c'est Genève, c'est son histoire aussi. En 1967, l'Albanie voulait imiter la révolution chinoise de Mao Zedong. Et qui a été le premier à être attaqué? J'étais considéré l'homme le plus instruit dans ce sens, avec des documents. Il y avait d'autres qui étaient des personnalités dans leur domaine, qui avaient consacré toute la vie à leur domaine. Je ne prétends pas, mais quand même, du point de vue documentaire, 3 diplômes universitaires, 12 ans, c'était quelque chose. Là. Alors, on attaque, et j'étais connu.
Et j'ai donné français, espagnol, italien, même portugais. Il n'y avait personne qui connaissait le portugais. Je l'ai appris et je l'ai enseigné, le portugais, là. Alors, les langues étaient bourgeoises, selon eux. On m'a dit de faire l'autocritique à la chinoise. J'ai dit non. Vous devez faire autrement, vous serez déclaré ennemi du peuple. J'ai dit non. On m'a déclaré ennemi du peuple. Imaginez-moi ce que ça veut dire. Licencié pour avoir déployé une activité hostile à l'école. Qu'est-ce que j'avais fait moi à l'école? Imaginez-vous, ma femme, 2 fois diplômée, la pauvre, oui, on lui a dit, ou les travaux scientifiques, ou ton mari. Elle a dû sacrifier les travaux scientifiques et on l'a envoyé travailler comme pochère. Imaginez-vous. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient licenciées en 2 facultés en ce temps-là, en 1967. Et imaginez-vous, non, je dis ça après 44 ans, ici à Genève, est parvenu un diplôme de reconnaissance à ma femme, 44 ans après, quand elle accomplit ses 80 ans. Et les journalistes sont venus pour voir qu'est-ce que c'est que ce diplôme d'honneur à Seine. Mais voilà. Alors, le dictateur et tous mes compagnons qui étaient là, ministres, vice-premiers ministres, mes compagnons de guerre, et mes dépendants, quelques-uns parmi eux, oui, on se connaissait bien. On se connaît quand on est 18 ans, 20 ans, quand on fait des prouesses et des choses. Comment on ne se connaît pas? Mais j'avais ma tête, je ne sais pas. Alors, ils ne m'ont pas traduit en prison. Je devais être condamné à 20 ans. Activité hostile selon le code pénal. Ils m'ont envoyé à travailler à la bêche 12 heures par jour et on me payait 2 francs suisses. Mais il avait leur valeur en Albanie. Mais si j'allais à l'étranger, un café, je ne pouvais pas le prendre avec ces 2 francs. 12 heures de travail à la bêche. Alors, 1990, à Ceausescu et à Hélène, on a coupé la tête. Ramizelli, mon copain, et groupe clandestin, a voulu donner l'impression au monde qu'il libéralisait l'Albanie. Parce que le secrétaire général des Nations Unies venait en Albanie. Alors il donnait des milliers de passeports. Et il me l'a dit. Il l'a donné à moi. Et il m'a dit que je te l'ai donné exprès pour que tout le monde se taise. Quand on donne à l'ennemi, tous auraient eu le passeport. Et j'ai profité du passeport et je suis venu en Suisse où j'avais un ami à Bulle. Un ami, très bon ami. Il m'avait fait le visa, le visa. Et depuis, si, je suis allé en Amérique ailleurs. Donc, là, en Amérique, pour moi, l'Amérique était dure. J'avais 65 ans. Qu'est-ce que je pouvais faire en Amérique? Qui avait besoin de moi? Et puis, en Amérique, la valeur de l'homme dépend de ce qu'on a. Qu'est-ce que j'avais pour mes bras qui ne pouvaient pas même travailler? Et j'ai entendu Mandela quand il a dit toutes ces souffrances. L'Albanie avait commencé à bouger. Le Kosovo, les Albanais de Macédoine, tous, une effervescence il y avait là. Alors j'ai dit, pourquoi cette partie de la vie qui me reste encore, je ne savais combien me restait, hein, mais ne pas la consacrer. Où? Mais quoi? Non, ni au Canada, ni en Amérique, ni en Allemagne, puis je suis allé partout. J'ai décidé de venir en Suisse. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à être accepté en Suisse, surtout à Genève. Mais heureusement, ils m'ont compris et j'ai déployé une activité extraordinaire qui est restée et pour laquelle je vais vous parler, sinon vos demandes. D'accord, donc... Ma vie en Suisse. Voilà, votre vie en Suisse, comment elle se passe? Donc maintenant, en tant que personne reconnue, vous êtes passé dans tous les journaux, on parlait beaucoup de vous, à la télé, dans tous les médias. Comment vous vivez ça maintenant? Je ne sais pas. Je sais parce qu'ils voient que j'étais considéré, même ici, les attaques, les communistes, les agents du contre-espionnage. C'est M. Goetz, directeur de la police ici, qui m'a dit, voilà, M. Descartes, qu'est-ce qu'on dit? Agent du contre-espionnage. Imaginez-vous, anticommuniste, agent du contre-espionnage. D'autres, même des Albanais du Kosovo qui servaient à la police serbe. D'autres, partout, tous les vices qui existent dans le monde m'étaient attribués pour pouvoir me chasser d'ici. Et ils avaient décidé, les gars doivent être chassés au plus vite possible.
qu'est-ce que j'avais fait à Genève? Genève avait besoin de moi. Et moi, j'avais besoin de Genève. Mais même Genève avait besoin d'un intellectuel albanais qui était préparé. Parce que les Albanais d'ici venaient du Kosovo surtout, des villages reculés. Imaginez-vous, musulmans la plupart, la majeure partie musulmans. Et il n'avait ni prêtres musulmans ici, ni mosquées, ni rien, ni ambassade. Ces gens-là seuls étaient vus comme des... Qu'est-ce que je peux dire? Je pouvais faire quelque chose pour toute la communauté albanaise, pour la Suisse aussi. Et j'ai décidé de créer une association internationale pour les pays de l'Est qui a pris le nom de Solidest. Grâce aux Suisses, personnalités suisses, l'aumônier de l'université à Pérolan, Madame Elisabeth Russ, Monsieur Eric Sotas, Monsieur tant d'autres personnalités suisses et étrangers d'ONG m'ont aidé. Monsieur Vincent, tous ces gens m'ont ouvert les yeux. J'ai étudié comment on crée une association internationale. Je ne connaissais rien de ces choses de la dictature. Imaginez-vous, encloisonné là-bas. Ok, alors j'ai travaillé. Et j'ai bien fait, j'ai aidé l'Albanie et les pays de l'Est avec la littérature que j'avais pris déjà à l'Université Columbia University, en Amérique aussi, où je n'avais pas accepté le poste de bibliographe à la New York University et payé avec le maximum. Mais j'ai continué, j'ai bien travaillé pour les mines antipersonnelles, pour aider les malades, avec les hôpitaux, pour les hôpitaux d'Albanie et pour tant d'activités humanitaires. Pour les mines antipersonnelles, imaginez-vous, avec l'initiative de Genève, même avec avec ces activités des Nations Unies. Donc, j'ai fait une activité sans relâche et sans me fatiguer et sans être payé. Sans être payé, oui. Les représentants sont venus chez moi, Romano Prodi envoie 2 invités chez moi. Ils sont venus et m'ont dit, Monsieur Leca, on nous a dit que vous connaissez, etc. Merci, les compliments. Mais Monsieur Romano Prodi a un problème très intéressant. Ce n'est pas lui, il ne peut pas la charger dans ses épaules. C'est son homologue américain, donc vous donnez importance. L'homologue était Bill Clinton. Il voudrait votre avis. Quel est votre avis sur Lučeka? Lučeka a été considéré terroriste par tout le monde, par là aussi. Tout le monde considère Lučeka terroriste. Quel est votre avis? Nous comptons sur ça. J'ai pensé un peu. J'avais des gens de Lučeka qui voulaient même m'éliminer quelqu'un, parce que quelques-uns parmi eux étaient avec Enver Hoxha, communiste avec Enver Hoxha. Moi, j'ai des comptes. Alors, celui qui est contre Enver, il faut l'éliminer parce qu'il fait du mal. Moi, je lui faisais du mal. Imaginez-vous, il y avait quelqu'un. J'ai dit, je n'ai pas de relation, forte relation avec, mais je connais le mouvement. Monsieur Leca, nous payons ce que vous voulez. Si c'est ça, j'ai dit, vous avez confondu d'adresse. Vous pouvez rentrer chez vous après avoir pris le café. Ils sont devenus pâles, blêmes, livides, je ne sais pas. Ce sont les peintres qui peuvent donner ça. Ils sont devenus. Ils n'étaient pas habitués à voir des gens qui n'acceptaient l'argent. Il y a des fous comme moi qui me jetaient au fond. Peut-être pour eux, contre guillemets. J'ai dit non. Enfin, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il faut aider le mouvement national de libération des Albanais. Il faut avaler ça, leur donner la leçon, je leur ai donné. Ils se sont excusés et j'ai accepté de faire les bons offices. Imaginez-vous les bons offices. Mais nous avons peur des Lučeka, ils vont nous tuer. Ah, nous avons des us et coutumes, je suis albanais, et si vous venez chez moi, c'est albanais dans le bon sens du mot, pas les Albanais, ces jeunes qui cambrioleurs. Hein. Les Albanais il y a des Albanais et des Albanais, comme des Suisses et des Suisses. Entendiamo, ci entendons sur ça, hein. Quand même. Alors, voilà, j'ai dit, je vais vous faire. J'ai fait venir ceux de Lučeka chez moi, et ils ont fait la même erreur. Ils ont dit, Monsieur Leca, professeur, ils m'ont dit, ces choses sont payables.
ça ne m'a pas plu. Si vous avez besoin d'argent, il vous donne de l'argent. Imaginez-vous, on ne dit pas ça, toujours pensez mal que c'est de l'argent. Excusez-nous, d'accord. Mais nous avons peur, parce qu'il y a un Lamberto Dini, ministre en Italie, qui est ami de Milosevic, et ils vont nous tuer. Il y avait une question de ben par cas, tout le monde connaît ça. Comment il est tué, c'est un mystère. Alors j'ai dit non, vous venez chez moi. Un grand avocat de Genève, il est très connu, il m'a dit attention les gars, je vous reproche une faute. Regardez quoi? Vous devriez accepter l'argent. Moi, l'argent? Oui, parce que vous avez investi 50 ans pour être à la hauteur, pour qu'ils viennent chez vous à frapper à votre porte et vous demander l'avis. J'ai dit, mais je ne peux pas. Dommage, quand même, c'est à toi de décider. Mais attention une chose, j'ai été ministre, chef du département de la police et de sécurité, ne faites pas les réunions ici, faites-les en Europe. Hors de la Suisse pour n'avoir pas de problème. J'ai dit merci. Voilà, on sait tout ça jusqu'à un moment où on nous a dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'était en 1998. Tout le monde savait que connaissait le JK comme terroriste. Alors, quelle est votre réponse? Romano Prodi, aujourd'hui c'est vendredi, ils nous ont dit, lundi à 10h, il saura que le JK est une activité, un mouvement libérateur de son peuple. C'était quelque chose pour nous. Alors, mais nous voulons quelqu'un qui vienne ici sanctionner ça. Et une personnalité suisse le plus anti-tchéquiste que l'Amérique avait, Gelbart, est venu à Genève. Moi, je suis retiré. Je n'en fais rien avec eux. Ils pouvaient. Et j'ai trouvé quelqu'un parmi eux qui écrivait l'histoire, quelques ans après. Il avait tout changé. Appropriation. Il y a ici un institut d'aide OMPI, des droits de l'homme. Il avait tout changé, l'histoire, comme quoi, etc. J'ai dit, mais au moins, ça, il ne faut pas, parce que c'est récent. Voilà, j'avais pris des notes à cette période-là. Oh. Les heures, la date, les pays, les villes où nous étions allés. Et Gelbart est venu ici au mois de juin 1998, tandis que nous avons fini au mois de mai. Oui, excusez-nous. Vous comprenez? Donc, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Imaginez-vous avec ces choses. Et surtout, ce n'est pas digression, mais réalité. Ceux qui ne voulaient pas que je restasse ici, à Genève, qui voulaient me faire disparaître, ont fait une fois une dénonciation, comme quoi j'étais en train. Mais je vais vous dire, des policiers sont venus chez moi, chez eux, ils ont dit, Monsieur Léca, je te contrôle dans mon habitation. Mais pourquoi? Mais c'est urgent. Et donnez-moi des documents pour que vous puissiez entrer. Oui, mais c'est très urgent. Alors j'ai dit non. Ma maison et mon château. Ce n'est pas le mien, c'est anglais ça. Ma maison et mon château. Je ne l'ai pas fait entrer. Mais c'est urgent. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer chez moi. Mais j'ai un numéro du procureur Bernard Bertosa. J'ai traduit quelquefois. Et je peux lui téléphoner. S'il me dit par téléphone, faites-les entrer, pourquoi pas, je vous fais entrer. Quand ils ont entendu Bertosa, moi j'étais moi-même fils de procureur. En ce moment-là, une idée m'est venue. Si jamais quelqu'un, provocateur, mis par qui sait, quelle force obscure que je ne connais pas ici, on fait ça, est venu chez moi. Je suis sorti, dire à ma femme, préparer un café pour le nouveau venu, pour se consulter, et il a mis un demi-kilo de stupéfiants derrière mes livres. À sa sortie, la dénonciation, comment pourrais-je me justifier à toute opinion, toute cette vie que je l'ai menée honnêtement avec ce qu'ils ont fait avec moi? C'était terrible ça. Je dis, vite, ces idées me venaient comme oui. Et j'ai dit, messieurs, rentrez. Comment? Qu'on m'ait invité. Je n'ai pas dit la raison. Ils sont entrés chez moi. Et ils m'ont dit,
Monsieur Lega, est-ce que vous êtes allé aux Nations Unies ces derniers jours? Comment ces derniers jours? Dites-moi une date. Ces 2 derniers jours. Non. Je traduisais quelquefois. Occasionnellement, on avait besoin de quelques langues, je parle. Alors, j'ai dit non. Alors, ils m'ont dit, mais est-ce que vous avez des ennemis? Normalement, non, mais puisque je viens des Balkans, là, tous les adversaires politiques deviennent ennemis. Et peut-être il faut faire quelque chose. Ils ont soulié, monsieur Lega, voilà. Le professeur Lega à Genève est en train de préparer un attentat contre Milosevic. Et Milosevic viendra ce soir. Imaginez-vous notre urgence, sans document, chez vous. J'étais gai. Mais eux, comme policiers, ont compris. Mais pourquoi, monsieur Lega, vous avez eu un sentiment, au lieu de penser, de vous terrifier, d'être mis à la liste des terroristes, et vous exprimer ça? Je n'aurais pas dit que je suis sauvé de cette misérable drogue que les jeunes auraient dit, mais ce pauvre professeur ne comprend pas. Puisque c'est à 2 ans de prison, voilà, ça suffit. Le terrorisme, c'est autre chose. Non, j'ai souligné, je dis, parce que dans une semaine, ce sera le 50e anniversaire de l'attentat préparé contre le premier ministre fantoche des fascistes en Albanie. Et là, j'ai donné moi-même ma contribution. Heureusement, ce n'est pas moi qui ai tiré, un de mes compagnons a tiré, il l'a blessé. Et heureusement, il l'a blessé parce que ce premier ministre était au collège avec mon père, à Ioannina. Et son fils était au collège avec moi. Et j'ai dit, mais il avait pendu nos compagnons. En ce moment, c'était, oui, une trahison. On se dit, c'est ça. Et voilà mon activité. Quand ils ont vu l'activité, ils m'ont dit, monsieur, attention, vous devez fermer le volet, ça, parce que vous êtes en danger. Je le sais. Oui, je le sais, je comprends. Mais je vis, quand je passe quelquefois dans quelques rues où l'attentat est bon et propice, et il y a des conditions pour faire un attentat, je pense, ah voilà le bon moment pour compter contre moi. Je pense à ça. Et j'ai vécu toute la vie dangereusement. Pericolosamente, on dit en italien. Dangereusement. Mais toujours, je vis comme tous les autres. Alors, quand il a dit ça, ils m'ont dit attention parce qu'ils vont te jeter une grenade. J'étais au premier étage, les fenêtres ouvertes. Imaginez une grenade à la famille, dans la famille. Et une semaine après, les Serbes ont jeté une grenade à Lugano, au Bosniaque, pas à moi. Et puis, j'ai su, 5 ans après, que Tomlinson, agent britannique selon lui, était en train de préparer l'attentat ce soir-là, où j'étais accusé de faire l'attentat. Voilà dans quelles conditions j'ai travaillé dans ce pays, tout en étant récompensé par des personnalités et même aussi, oui, mal vu. Parce que c'est de moi, il y a 2 Suisses. Une Suisse bureaucratique, tatillonne, soupçonneuse, et une Suisse bonne, oui, noble. Et de simples gens et aussi de personnalités qui nous ont retenus. Mais toujours, les souffrances sont sur moi, quand même. Tout passera, parce que même la vie a une fin, n'est-ce pas, à 87 ans. Voilà l'histoire, donc, et l'activité qui a été faite ici. Et cet agent-là, il l'a déclaré dans les journaux de Genève. Mais heureusement, les derniers temps, la ministre des Affaires, oui, de la Sécurité, Madame Rochat s'appelle, oui, Isabelle Rochat, m'a envoyé une lettre, comme quoi, elle dit, à la lecture, après avoir pris connaissance du dossier vous concernant, je peux formuler un constat sincère. Le canton de Genève et la Suisse peuvent être fiers d'avoir accueilli sur leur sol des personnes de votre qualité.
une meilleure caractérisation. Même moi, je ne l'aurais pas faite pour moi-même, parce que la modestie ne m'aurait jamais permis. Je la remercie. Mais il y a d'autres qui ne pensent pas comme elle. Il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'arrogance, que sais-je, mais on est étranger, on doit les affronter. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Lecca. C'était très instructif. Encore merci.